Bienvenue dans votre édition du journal de ce lundi 4 août 2025. Merci de votre fidélité. Au sommaire, aujourd'hui, la situation humanitaire à Gaza devient de plus en plus critique alors que les morts s'accumulent parmi les civils. Au Brésil, des milliers de manifestants pro-Bolsonaro applaudissent les sanctions de Donald Trump. En République démocratique du Congo, l'ancien premier ministre Matata Ponyo est officiellement en exil. Le président israélien Isaac Herzog entame une tournée diplomatique dans les pays baltes. Le Kremlin réagit à l'ultimatum américain et évoque une rencontre avec l'Ukraine. Et enfin, au Salvador, la réforme constitutionnelle adoptée par les députés permet à Nayib Bukele de briguer un nombre illimité de mandats présidentiels. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le développement complet de l'actualité internationale. Le 4 août 2025, des Palestiniens se sont rassemblés à Khan Younis, dans le sud de Gaza, pour recevoir des repas d'une cuisine caritative dans un contexte de crise alimentaire croissante. D'après les autorités sanitaires locales, au moins 40 personnes ont été tuées lundi, dont 10 alors qu'elles tentaient d'accéder à de l'aide humanitaire. 5 autres décès ont été attribués à la faim sur fond de situation qualifiée de famine potentielle par les agences humanitaires internationales. Les 10 victimes qui cherchaient de l'aide ont péri lors de 2 incidents distincts survenus à proximité de sites exploités par la Fondation humanitaire pour la Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis. Depuis le lancement des opérations de cette fondation en mai 2025, plus de 1000 personnes ont été tuées en tentant de recevoir de l'aide, selon les Nations Unies, principalement lors d'interventions des forces israéliennes autour de ces points de distribution. Ce dimanche, 13 autres Palestiniens ont été tués près du point de passage de Zikim, à la frontière nord de la bande de Gaza, alors qu'ils attendaient des camions d'aide des Nations Unies. Face à l'augmentation constante du nombre de morts et aux restrictions imposées par Israël sur l'entrée de fournitures, les hôpitaux manquent de linceul funéraire traditionnel. À l'hôpital Al-Shifa, certains corps étaient enveloppés de des couvertures épaisses à motifs en remplaçant des linceuls blancs généralement utilisés lors des enterrements islamiques. Dans ce contexte, de nombreux habitants expriment leur détresse. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Nous vivons dans la misère sans nourriture ni ressources et les femmes sautent à la rue, a déclaré Bilal Tari, un habitant de 40 ans interrogé à l'hôpital de Gazaville. Pendant que Gaza s'enfonce dans la crise, d'autres peuples manifestent pour des raisons bien différentes. Direction maintenant le Brésil. Des milliers de manifestants pro-Bolsonaro saluent les sanctions américaines. Le dimanche 3 août, plusieurs dizaines de milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont manifesté dans plusieurs grandes villes du Brésil. Ce rassemblement marque la première mobilisation populaire consécutive à l'annonce de sanctions américaines visant le Brésil, soutenues par le président américain Donald Trump. Donald Trump a publiquement critiqué le juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes, qui l'accuse de mener une chasse aux sorcières contre Jair Bolsonaro. Bien que ce dernier soit actuellement privé de l'usage des réseaux sociaux et empêché d'organiser des manifestations, sa présence symbolique est restée forte lors de ces rassemblements. À Rio de Janeiro, une marionnette géante à son effigie, la bouche recouverte de scotch, a été brandie en signe de protestation contre ce que certains manifestants dénoncent comme une censure de la droite. À Copacabana, des drapeaux brésiliens flottaient aux côtés de drapeaux américains. Certains manifestants portaient des symboles associés à Donald Trump, notamment la célèbre casquette Make America Great Again. Pour Eddie Moore, manifestant présent sur place, les sanctions américaines sont un signal international dénonçant ce qu'il qualifie de dérive autoritaire au Brésil. De nombreuses pancartes exprimaient le soutien à Jair Bolsonaro en vue de l'élection présidentielle de 2026. Bien qu'il soit actuellement inéligible pour une durée de 8 ans et poursuivi pour tentative de coup d'État, l'ancien président n'a pas officiellement renoncé à se présenter.
Ses partisans affirment qu'ils soutiendront un candidat désigné par lui s'il ne peut concourir. Et pendant que Bolsonaro mobilise dans les rues, un autre leader politique, cette fois en Afrique, quitte le pays sous pression. Cap sur la République démocratique du Congo. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo en exil selon son parti. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, également député national, a officiellement quitté la République démocratique du Congo et vit désormais en exil selon une déclaration de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Condamné le 20 mai par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics, Matata Ponyo était depuis introuvable. Son parti indiquait qu'il ne répondait plus aux appels, n'était pas localisé à son domicile, ni dans aucun établissement pénitentiaire connu à Kinshasa. Ce week-end, le secrétaire général du LGD, Franklin Chamala, a annoncé que Matata Ponyo a repris contact avec sa formation politique et a confirmé avoir quitté le pays. Il affirme avoir été contraint à l'exil par le pouvoir en place sans révéler sa localisation actuelle. Il a assuré qu'il continuerait son engagement politique à l'étranger aux côtés d'autres figures de l'opposition en exil comme Moïse Katumbi, qu'il avait soutenu lors de la dernière présidentielle. Le LGD dénonce plusieurs mesures jugées répressives à l'encontre de sa famille. Selon le parti, les autorités ont confisqué le passeport de la fille de Matata Ponyo alors qu'elle devait voyager aux États-Unis et son épouse se voit interdire de quitter le pays. Le parti attribue la condamnation de son leader à son refus d'adhérer à l'Union sacrée, la coalition politique soutenant le président Félix Tshisekedi. Le LGD critique également le déroulement du procès qu'il qualifie de tragicomédie et accuse les autorités d'avoir ciblé Matata Ponyo pour des raisons politiques. Le parti dénonce une instrumentalisation de la justice qu'il estime soumise au pouvoir exécutif ainsi que des pratiques discriminatoires et de corruption. En réponse, certains membres de la majorité présidentielle réfutent ces accusations et soutiennent que Matata Ponyo cherche à échapper à la justice congolaise. Pendant que certains fuient leur pays, d'autres leaders renforcent leur diplomatie. Regard sur la tournée du président israélien dans les pays baltes. Le président israélien Isaac Herzog en visite officielle dans les pays baltes. Le président israélien Isaac Herzog effectue une visite officielle en Lituanie, en Lettonie et en Estonie du 4 au 6 août 2025. Ce déplacement s'inscrit dans un contexte de rapprochement croissant entre Israël et les pays baltes qui manifestent un intérêt particulier pour l'expertise israélienne en matière de défense et de technologie militaire. À Vilnius, en Lituanie, Isaac Herzog a été accueilli avec les honneurs officiels, notamment une garde d'honneur et un tapis rouge. Le président israélien possède des liens personnels avec ce pays, sa famille étant originaire d'un village du centre de la Lituanie où vivait autrefois une importante communauté juive avant la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa rencontre avec son homologue lituanien Gitanas Nausėda, les discussions ont porté principalement sur la coopération bilatérale, un accord visant à renforcer les échanges dans les domaines scientifiques et industriels doit être signé. Israël est perçu en Lituanie comme un modèle en matière de stratégie de défense impliquant la population civile et ses innovations dans le secteur militaire suscitent un intérêt croissant de la région. Cependant, cette visite officielle intervient dans un contexte international sensible. Le président lituanien a exprimé ses préoccupations concernant la situation humanitaire à Gaza, soulignant que la famine ne pouvait être utilisée comme outil politique ou militaire. De leur côté, des manifestants pro-palestiniens ont appelé à une position plus ferme de la Lituanie à l'égard des violations des droits de l'homme et de la crise humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Alors qu'Israël renforce ses alliances en Europe de l'Est, notamment en Lituanie, la tension monte sur un tout autre front entre deux puissances majeures, les États-Unis et la Russie. À quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump, le Kremlin sort enfin de son silence. Le Kremlin réagit à l'ultimatum américain et évoque une rencontre avec l'Ukraine.
À quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par Washington, le Kremlin a réagi pour la première fois aux récents développements diplomatiques et militaires impliquant les États-Unis. Ce lundi 4 août, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, s'est exprimé notamment sur le positionnement de sous-marins nucléaires américains, la visite prochaine de l'émissaire Steve Witkoff à Moscou, ainsi que sur la possibilité d'un sommet entre les présidents russes et ukrainiens. Concernant le déploiement, le 1er août, 2 sous-marins américains par le président Donald Trump, présentés comme une réponse aux propos menaçants de l'ancien président russe Dmitry Medvedev, Dmitry Peskov a appelé à une grande prudence dans la rhétorique nucléaire. Il a précisé que ces sous-marins étaient en réalité déjà en service en permanence et que la Russie ne souhaitait pas entrer dans une polémique. Le porte-parole a rappelé que la Russie, comme d'autres pays, compte des voix divergentes au sein de son spectre politique, certaines étant plus radicales, mais que seule la position du président Vladimir Poutine définit la politique étrangère officielle du pays. Dmitry Peskov a également confirmé l'arrivée prochaine à Moscou de Steve Witkoff, émissaire spécial américain, pour une rencontre qualifiée d'importante et utile. Il a indiqué que le dialogue entre Washington et Moscou se poursuit, notamment sur la question ukrainienne, soulignant le rôle des États-Unis dans les efforts de médiation. Enfin, le porte-parole du Kremlin a évoqué la possibilité d'un futur sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Toutefois, selon lui, une telle rencontre ne pourra avoir lieu qu'après l'achèvement des préparatifs techniques par les équipes respectives, ce qui n'est pas encore le cas à ce stade. Et pour terminer ce journal, direction l'Amérique centrale, où le président du Salvador, très populaire, vient d'obtenir un changement de la Constitution. Nayib Bukele pourra rester au pouvoir indéfiniment après une réforme constitutionnelle. Les députés salvadoriens ont récemment approuvé une réforme constitutionnelle supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels, ouvrant la voie à une présidence prolongée de Nayib Bukele. Cette décision soulève des inquiétudes quant à la concentration du pouvoir exécutif et à l'avenir de la démocratie dans le pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Nayib Bukele a mené une politique de sécurité très stricte, marquée par des arrestations massives et un affaiblissement des contre-pouvoirs institutionnels. Son gouvernement a procédé à une refonte du système judiciaire et à l'élimination de nombreux garde-fous démocratiques. Ces actions, bien que critiquées par les organisations de défense des droits humains, lui ont permis de gagner une popularité considérable auprès de la population. En s'attaquant frontalement aux gangs responsables de la forte insécurité qui régnait au Salvador, le président Bukele a significativement réduit le taux d'homicide dans le pays. Selon les autorités, les meurtres sont passés de plusieurs milliers par an à un peu plus de 100, un chiffre inférieur à celui du Canada. Ce recul de la violence a profondément changé le quotidien de nombreux Salvadoriens qui peuvent désormais se déplacer plus librement, laisser leurs enfants jouer dehors ou développer leur activité économique sans crainte d'extorsion. Dans ce contexte, la réforme constitutionnelle visant à permettre à Bukele de briguer autant de mandats qu'il le souhaite n'a pas rencontré de forte opposition populaire. Toutefois, des analystes s'interrogent sur la durabilité de ce soutien, d'autant que d'autres défis économiques et sociaux persistent au-delà de la question sécuritaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés et prenez soin de vous où que vous soyez. À très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.